Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lucie Passard et vous ouvre aujourd'hui les portes de mon podcast À Voix Libre. Un podcast qui veut donner la parole à tous ceux qui réveillent le monde, viennent penser aujourd'hui et imaginer demain. Je souhaite que les témoignages que vous allez entendre vous permettent de développer votre esprit critique, de mieux connaître un sujet de société actuel, mais surtout, j'espère qu'ils vous donneront envie de vous engager à votre tour. Car c'est tout le monde se mobiliser pour une cause, petite ou grande, qui sait ce que nous pourrions faire. En parlant d'envie, enfin un premier épisode. Qu'il est difficile parfois de se faire confiance, d'être satisfait. Je fais partie des gens qui refont tellement pour atteindre une perfection qu'ils finissent par finalement ne pas faire. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que j'ai fini par oser, par aller au bout de mon idée, de mon désir de créer. Et c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cette année 2021. Pour ouvrir cette première saison, je suis partie un matin, gare de Bordeaux avec mon vélo, pour arriver en bord de plage. Car c'est chez elle, sur le bassin d'Arcachon, que Daniela Felletti, ma première invitée, m'a reçue. Daniela fait partie de ces personnes audacieuses et aux mille vies. Italo-brésilienne, ancienne expatriée en Espagne, aujourd'hui en France, professeure, chasseuse de tête, consultante, elle se bat chaque jour sur les questions de la diversité et de l'inclusion. Je la connais pour ma part du mouvement LinkedIn, fondé par la directrice des opérations de Facebook. Un réseau avec une belle mission, combattre les inégalités et particulièrement aider les femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles. J'espère que vous apprécierez nos échanges et la voix libre de Daniela. Alors sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode enregistré face à la mer. Bonne écoute! Bonjour Daniela, déjà ravie de te recevoir comme première invitée de mon podcast et d'avoir la chance de pouvoir échanger avec toi sur tes engagements, que ce soit pour les femmes, mais surtout pour un monde plus inclusif en général. Alors, tu es consultante internationale en diversité et inclusion, mais aussi formatrice, chasseuse de tête, mentor. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste ton job? Et finalement, c'est quoi la journée type de Daniela Felletti? Bonjour Lucie, merci pour cette invitation. Très ravie d'être ici avec toi et échanger sur ces questions qui me tiennent au cœur. La diversité et l'inclusion. Bon, je suis consultante, donc je donne des conseils aux entreprises et aux dirigeants pour les aider à créer une culture d'appartenance, surtout travailler sur leurs compétences de leader pour devenir inclusif. Je donne des conseils aux entreprises, mais aussi individuelles directement donc aux dirigeants, mais j'ai aussi donne des cours à l'école des commerces dont j'amène le sujet des démarches d'égalité qui englobe toutes les bases sur la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce que c'est le bien conscient, l'intersectionnalité, le privilège, etc. Ensuite, je donne aussi des conseils sur la gestion des carrières, surtout internationale. Et j'amène aussi une petite particularité qui est travailler avec le candidat les biais qu'ils vont retrouver lors de leur recherche. Et bien sûr, en commençant, il faut démarrer par soi-même sur notre propre biais autour de la recherche d'emploi. Voilà. Et on se connaît aussi de LinkedIn, puisque tu es la leader régionale à Bordeaux. Est-ce que tu peux expliquer à ceux et celles qui n'en ont vraiment jamais entendu parler ce qu'est LinkedIn, qu'est-ce que ce mouvement? Bien sûr. Alors, LinkedIn, déjà, c'est un livre. LinkedIn Human... Oui, avant tout. Avant tout, c'est un livre. C'est LinkedIn Human Work and the Will to Live, de Lead. Le titre en français, c'est En avant tout, les femmes, le travail, le pouvoir. C'était écrit par Sheryl Sandberg. Donc, c'est après la publication de son livre que le mouvement est né. Donc, ce mouvement, il a été créé pour aider les femmes à avancer dans le leadership, où Sheryl était nous qui, voilà, il faudrait travailler ensemble pour y arriver. Donc, le mouvement, il y a dans le cœur de ce mouvement, c'est le cercle en fait. Les cercles LinkedIn, c'est des petits groupes qui se rencontrent chaque mois, de 8 à 12 personnes, pour se donner de soutien par les pairs. Donc, c'est comme un mastermind, c'est travailler sur le sujet individuel, mais aussi de groupe.
pour qui on puisse avancer. Ensuite, on travaille aussi sur la lutte contre le biais des genres. Et toi, comment tu es arrivée à Lénine, du coup? Moi, j'ai lu le livre, en fait. J'ai lu ce livre-là quand j'étais à Madrid, en 2013. Et à cette époque, j'étais dans un moment très difficile professionnellement. Je ne me sentais pas valorisée. Je trouvais que j'ai eu trop de barrières, mais je n'arrivais pas à comprendre. Je pensais que c'était moi le problème. Donc, en lisant, à cette époque-là, j'ai lu plusieurs livres, en fait. J'ai fait des formations autour du comportemental. C'était le moment que j'ai eu vraiment l'intérêt d'aller plus loin sur la question psychologie autour du comportement humain. Et Lénine, c'est tombé dessous par hasard. Je veux dire, le livre, tu l'as trouvé par hasard et tu l'as ouvert ou tu en avais entendu parler avant? C'était en fait sur un réseau social, sur Facebook, une amie que j'admirais, quelqu'un qui travaillait sur le investment banking, voilà, que maman célibataire et tout. Elle a écrit sur son post qu'elle venait de lire ce livre et que toutes les femmes et les hommes doivent le lire. Donc ça m'a motivée tout de suite. Je l'ai acheté. Je savais pas de quoi ça parlait. J'ai pas vraiment regardé les détails, mais dès que j'ai vu qu'elle a écrit, je dis alors je veux le lire. Je l'ai acheté, j'ai lu. Et par contre, j'ai pensé que c'était plutôt des choses liées au management, tu vois, des conseils pour devenir une leader directement. Mais non, là, c'était pas que ça. Il y a des conseils pratiques sur la négociation, etc. Mais ça ramène aussi plusieurs choses. Ça me fait réveiller en tant que femme, la perception que j'ai de moi-même et par rapport aux autres femmes aussi. C'était à travers du livre qui, à la fin, elle t'invite à créer un cercle, à rejoindre un cercle. Déjà, le livre, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et ça m'a fait comprendre que j'étais pas seule dans les situations que j'ai vécues. Et finalement, j'ai trouvé un petit cercle là-bas. Donc à Madrid d'abord? Oui, à Madrid pendant un an. J'ai rejoint un cercle qui était créé par Carolina Patocchi. À l'époque, on habitait tous là-bas, mais aujourd'hui, on est tous un peu dans le monde. Ça m'a aidé à prendre des décisions, à avancer professionnellement, me sentir plus à l'aise dans ma peau. Finalement, j'ai déménagé à Bordeaux en 2015. C'est où j'ai créé Lini Bordeaux parce que j'ai pas trouvé, en fait. J'avais besoin de ça. Depuis Madrid, qui était ma première expérience de support par les pairs, à Bordeaux, j'avais vraiment l'intention de continuer, sauf qu'il n'existait pas. Donc, dès que j'ai le créé, les premières années, c'était vraiment pour faire découvrir qu'est-ce que c'est le mouvement. Et à partir de 2018, en France, c'est devenu un peu plus connu, surtout le livre. Et donc, on a eu beaucoup plus de monde qui savait de quoi on parlait. C'était beaucoup plus simple de vraiment créer quelque chose. Par contre, on a vraiment changé et amélioré les choses lors de ces années-là. On a dû changer l'approche parce que c'est une autre culture aussi qui n'est pas habituée au cercle ou ce concept de soutien par les pairs. Donc, on a dû vraiment intégrer l'information, faire découvrir, faire comprendre à profondeur. En 2019, donc, je suis devenue leader régional en janvier. Et c'était parce qu'en fait, la fondation aux États-Unis, ils ont vu qu'il avait une activité très, très riche et que moi, j'étais vraiment engagée. On était déjà connectés avec la fondation. Donc là, en tant que cercle, ils ont vu une croissance très vite dans l'année. Et ils m'ont proposé de représenter officiellement. Donc, le Lini Bordeaux Cercle est devenu un réseau de network. Et aujourd'hui, nous avons une équipe de 8 femmes, plus 10 cercles dans la ville active,
300 membres inscrits. Et on essaye de vraiment créer une réseau qui va grandir ensemble. Oui. Donc, on travaille ensemble. Donc là, nous sommes là pour donner le support aux leaders et faire la connexion entre les leaders et les membres, ça soit vraiment engagé dans les histoires. C'est en fait comme on travaille avec les cercles, c'est à travers les histoires. Donc c'est du partage d'expériences, c'est du soutien entre membres. Oui, exactement. C'est un soutien on va travailler. Par contre, c'est vraiment de travail sur nos projets professionnels directement à travers le cercle. Ça crée une entraide. Donc, on a des objectifs à travailler ensemble. On va travailler pour l'objectif du cercle aussi, parce que chaque cercle a une thématique différente. Donc, on a aussi la juste cause du cercle. Comment on va arriver à travers... Par exemple, sur Bordeaux, tu as des exemples un peu de cercles à citer pour... Oui, tout à fait. Là, par exemple, on a le cercle Leadership Organisation qui je pense qu'il a presque 12 ans déjà. Et c'est un cercle qui a pour objectif d'aider ses membres à développer son leadership au sein de l'organisation. Donc, c'est spécifique pour ça. Et leur valeur, c'est aussi amener la confiance en soi. Faire partie d'un cercle, c'est-à-dire je participe, je propose, je suis proactive, je n'attends pas que les choses arrivent à moi. Donc, on va vraiment travailler ensemble. Et ces cercles-là, c'est un bon exemple parce que Karine Changeoin et Hélène Desbier sont les leaders. Elles ont créé vraiment une synergie intéressante avec leurs membres où les membres se sentent engagés sur le travail qu'ils ont à faire. Et du coup, c'est un livre qui t'a conduit à Linine, et je crois qu'il y a un autre livre de Sheryl Sandberg aussi qui a beaucoup compté pour toi, qui est Option B. Alors, je sais que c'était pas le thème de la discussion, mais j'aimerais beaucoup que tu en parles de ce livre parce que je suis en train de le lire aussi actuellement et je pense qu'il pourrait aider pas mal de gens. Ouais, ce livre Option B, c'était autant important que Linine en fait, et je pense que le fait qu'il ait été créé par Sheryl, ils ont mis ensemble en fait le mouvement. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque tu veux en acheter un, on te propose l'autre avec. C'est clair, mais parce qu'en fait, c'est les valeurs qui sont connectées. Surtout cette année. Cette année, elle nous a montré que la résilience est très importante. En fait, l'Option B, il parle de comment construire ta résilience et retrouver la joie quand on passe au vivre des adversités, en fait. Par rapport au titre, c'est un ami à elle qui lui a dit l'option A n'est pas disponible, donc ça sert à rien de s'acharner à et si ou j'aurais aimé que. Mais du coup, on va faire avec une autre option et une autre voie. Oui, tout à fait. Et ça parle... En fait, dans mon cas, j'ai lu ce livre. Avant tout, j'ai découvert le mouvement. Avant de lire le livre, c'était le contraire. Avec Linine, j'ai lu le livre et j'ai trouvé le mouvement. Option B, c'est par hasard, j'ai trouvé le mouvement et après, j'ai lu le livre. Parce que j'ai perdu mon père à la fin 2016. C'était un peu violent pour moi parce que c'était trop vite. Il habitait, mon frère est au Brésil, elle était au Brésil. Donc, pour moi, c'était très, très difficile quand je suis rentrée en France, en Europe. J'étais un peu perdue, en fait. La mort, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas, en fait, chez moi. Donc, ça manquait vraiment une connexion avec ce que je venais de vivre. Le livre, il m'a aidé, le mouvement, il m'a aidé vraiment à comprendre sur me donner du temps pour mon deuil, pour me recentrer, pour retrouver la joie, effectivement, la résilience. Donc là, le fait que je prenne un tasse de thé aujourd'hui, ce matin, et que je me lève, c'est déjà un grand travail quand tu es dans un moment tellement difficile. Donc, il faut vraiment se donner aussi, être heureuse pour chaque accomplissement dans la journée.
Et ce livre parle beaucoup de ça, mais pas que. Il parle aussi de comment aider les autres qui sont en train de passer pour des situations similaires. Je me suis rendu compte que je n'étais pas en fait présente pour beaucoup de monde au passé. Parce que je savais pas quoi dire, j'étais pas habituée aux mots, à la conversation sur la mort. Chez moi, on parlait pas de ça. J'ai l'impression que justement là, t'es de plus en plus dans une démarche d'aider les autres. Moi, je sens beaucoup chez toi cette envie de soutien, ne serait-ce que pendant la crise sanitaire, où tu t'assurais qu'on aille toutes bien, où tu as proposé des ateliers. Notamment, moi, je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'atelier I Am Remarkable de Google, dont tu es facilitatrice. Et c'était un atelier pour aider les femmes à s'auto-promouvoir. Pourquoi, en fait, proposer cet atelier? Oui, en fait, moi, ça fait un an et quelques mois que je suis facilitatrice. Et dans cette année, j'ai formé plus de 200 personnes dans le monde, dans 3 continents différents, dans 4 langues différentes. Je te dirais que la question de la modestie, ça ne change pas trop. Il y a des pays comme le Brésil, par exemple, c'est beaucoup plus marqué la question du machisme, donc c'est plus évident. Donc la modestie est encore plus forte. Donc c'est des barrières sociales, normes sociales qui créent cette fausse modestie, le besoin, qui nous empêche de nous autopromouvoir. Et c'est pas qu'un problème de la femme, mais c'est tous les groupes sous-représentés. Lorsque je suis la minorité dans la salle, dans le contexte, je me sens moins légitime à me promouvoir, à raconter ce que j'ai réussi en fait. C'est autopromouvoir, c'est pas forcément ouvrir le micro et entrer sur scène. Non, c'est simplement c'est basé sur les faits. C'est pas de la vantardise si nous avons des faits derrière ce que nous racontons. Donc mes accomplissements au sein de l'entreprise, c'est très important pour m'aider à grandir aussi, à changer. Mais elle est où la poste. frontière du coup entre la vantardise et l'autopromotion? Les préjugés. Alors les préjugés sont la première barrière qui existe. Donc aujourd'hui, I Am Remarkable travaille beaucoup pour éliminer ces préjugés inconscients qui créent des stéréotypes et qui donc font que nous, on croit qu'on ne doit pas s'autopromouvoir et que l'autre aussi, ça va faire miroir. Le fait que moi, je crois que je dois pas le faire, je dois être modeste. Donc, quand je vois quelqu'un qui raconte sa réussite, moi, je veux pas célébrer parce que je pense qu'elle doit être aussi modeste. Inconsciemment, on crée cette croyance qui crée des barrières inconscientes, qui souvent devient aussi consciente par rapport à la société. Et donc, l'idée, c'est de créer des alliés au sein aussi de la société, de l'entreprise, n'importe où tu es en train de t'autopromouvoir. Au même temps qu'ils travaillent dans notre propre préjugé pour les éliminer, en fait, et nous redonner la confiance, changer cette croyance pour qu'on puisse se sentir à l'aise lorsqu'on se... Et donc, pour toi, le fait d'assumer soi-même ses réussites, ça permet de mieux accepter celles des autres. C'est-à-dire, parce que souvent, on a l'image, en fait, des femmes Tout à fait. qui se jalousent les réussites et qui, du coup, s'empêchent elles-mêmes d'avancer dans leur carrière. C'est quelque chose auquel tu crois? Ça fait un miroir, en fait. C'est l'effet miroir, on dit. Dès que moi, ça me dérange que quelqu'un d'autre fait ça autopromotion. Parce que c'est particulièrement marqué chez les femmes qui ont beaucoup plus de mal, a priori, à assumer leur qualité, leur réussite. Oui, c'est surtout dans la sphère professionnelle. C'est très marqué un peu plus chez les femmes, oui. Parce que pour la façon qu'on a été éduqués, que la société croit qu'on doit se comporter. Donc, par exemple, on revient sur
termes qui sont beaucoup masculins. Voilà, l'entreprise, c'est un exemple, hein, elle a été créée par les hommes, pour les hommes. Au début, on était à la maison, la femme, elle n'était pas faite pour aller travailler. Et ça fait des années que nous sommes là, que la femme, elle a travail, mais le système n'a pas changé. Donc, il est encore très patriarcal. Il n'a pas changé le système pyramidal. En fait, le système pyramidal, ça crée quand même de ces barrières. C'est très contrôlateur. Et ça ne permet pas qu'on se sent à l'aise pour nous exprimer. Il n'y a pas eu une vraie adaptation à l'inclusion de la femme. Dire par exemple par rapport à la maternité, aux Exactement. enfants, aux horaires. Par exemple, ouais. Par exemple, ça, qui était encore un tabou, même si on a aujourd'hui, oui, les congés paternité, on a. Mais pour l'homme, c'est aussi un tabou s'il le demande souvent. Oui, et c'est pas du tout les mêmes durées. Ouais, exactement. Voilà. Mais après, c'est un peu différent pour le besoin de la présence du père ou de la mère, mais ça améliore de petit à petit. Mais c'est surtout la pensée qu'il y a derrière. La femme, quand elle a un enfant, elle est pénalisée en fait. Elle perd des responsabilités. Tu vois, les possibilités de promotion, elles sont bloquées, donc elle rentre en part-time, ils réduisent leur poste, ça se passe souvent. Et elle termine souvent pour laisser l'entreprise, pour quitter, parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Après, parfois, tu as aussi les entreprises qui poussent à partir. Moi, je sais que j'ai une connaissance qui a annoncé sa grossesse, pourtant assez tôt, à 2 mois. Et après l'avoir fait, elle a subi le harcèlement et beaucoup de problèmes en entreprise. Et j'étais vraiment surprise de voir qu'en 2020, il y a encore des femmes qui se font pénaliser, harceler par leurs employeurs parce qu'elles annoncent une grossesse. Tout à fait. C'est encore très... L'entreprise encore nous oblige à faire un choix, ou 2020. 2021, on dira aujourd'hui. Mais et c'est pour ça, c'est la différence. L'homme, c'est le contraire. Quand il a des enfants, ils ont de la promotion. Pourquoi? Parce qu'il est encore vu comme celui qui amène le soutien économique à la famille. Et donc, même si tous les deux travaillent, c'est l'homme qui va être en avantage. Il va grandir beaucoup plus vite que la femme. Par contre, il va être beaucoup plus absent chez lui. Il va pas voir son enfant grandir. Aujourd'hui, je dirais que je suis assez contente de voir que de plus en plus, c'est encore pas suffisant, mais on voit de plus en plus de pères engagés qui ont envie de voir leurs enfants grandir, se développer, d'être présents. Et de s'impliquer peut-être plus aussi au niveau du foyer, au niveau des rendez-vous des enfants, des conduites, Exactement. Des tâches ménagères. Et c'est pas vraiment qu'il y a une envie, parce qu'en fait, ça doit être pas qu'il y a une envie, hein, parce que ça va pas dire que la femme a l'envie de tout faire. Il faut le faire. C'est ton enfant, la maison, c'est pour tous, en fait. Donc, c'est des tâches, c'est une phrase que je trouve que c'est toujours, j'essaie de corriger mes sœurs, mes amis, c'est quand ils disent, mon mari m'a aidé. Oui. Non, mais il a fait tu connais sa part. le compte Instagram Ta pensée A? Non, qui est un compte, je te l'enverrai, je le mettrai en lien aussi pour ceux que ça intéresse, qui est un compte sur la charge mentale. Pour revenir un peu sur l'autopromotion, récemment, là c'était à la rentrée de septembre, Léa Salamé avait sorti un livre, une série en fait de portraits de femmes puissantes. Elle avait même elle-même déclaré en interview que c'était très dur pour ces femmes-là d'assumer le terme de puissante. Ouais, c'est normal. Parce que, comme on disait, l'entreprise était déjà quelque chose un exemple que j'ai donné des masculins qui n'étaient pas adaptés à la femme. Les mots sont la même chose. L'ambition, pouvoir, puissante, tout ça, les mots sont vus comme masculins en fait.
et ça se voit aussi dans la communication des entreprises. C'est pour ça que le marketing, c'est très important de travailler sur l'inclusion, qu'ils y apprennent sur la diversité et l'inclusion, sur leur propre billet avant qu'ils créent une publicité. Parce que ça va jouer aussi beaucoup sur la discrimination. Alors c'est vrai qu'on dirait que certains termes sont plutôt attribués aux femmes, c'est-à-dire qu'on va pas parler d'une femme ambitieuse, mais plutôt d'une femme manipulatrice. On va parler peut-être d'une femme autoritaire. Une femme sensible sera vue très rapidement comme une hystérique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est encore pire la connotation qui a été créée derrière ces mots pour définir le comportement des femmes. Et qui, ça revient toujours sur le bien inconscient. C'est des préjugés qui créent des stéréotypes et donc des discriminations internes et externes. Okay. Au niveau de l'entreprise, il y a aussi le sujet de l'argent. Pour toi, en fait, est-ce qu'il y a encore des inégalités de salaire persistantes entre hommes et femmes et à quoi c'est dû? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place peut-être pour résorber ce problème? Écoute, si on n'aurait pas des écarts de salaire, on n'aura pas l'index qui a été créé il y a, je pense qu'un an et demi, en France. Il n'était pas créé, il était imposé aux entreprises de publier depuis, je pense 2019. Et le but de cet index, c'est de faire comprendre vraiment l'écart qui existe dans les entreprises. Et parce qu'il existe, il y a des statistiques, je me souviens bien, le chiffre c'est autour de 27% encore d'écart, tout confondé, tous les métiers confondés, et part-time ou full-time. Après, il y a des différenciations si tu cherches sur les statistiques par métier aussi, mais il existe un grand écart, donc penser que tu gagnes 27% moins qu'un homme, parce que tu es une femme, c'est énorme, c'est pas juste. Lorsqu'on a les mêmes compétences, on fait le même métier, voilà. Donc, par contre, l'index, il y a aussi un petit problème, c'est que s'il y a une entreprise il y a plutôt d'hommes qui sont dans la direction, je parle à niveau ou de direction, par exemple, qu'il y a une femme et 5 hommes, là, on n'a pas assez de statistiques non plus. S'ils n'ont pas encore des femmes au conseil d'administration, donc on ne peut pas non plus mesurer. Et souvent, les entreprises aujourd'hui, ils s'accrochent encore qui est sur les chiffres parce que c'est obligatoire. Donc, le travail autour de l'inclusion, c'est très important pour qu'on puisse changer ça. En fait, créer des mentorships, le mentorat, sponsoriser les femmes pour qu'elles puissent grandir au sein de l'entreprise avec un salaire juste, sa juste valeur, pour qu'on puisse avancer vraiment. Et donc là, ça revient aussi sur l'intersectionnalité des femmes. C'est pas la différence entre hommes et femmes. Je trouve qu'on reste trop limité au genre lorsqu'on a aussi, malheureusement, ça rajoute des discriminations par rapport à la pluralité des diversités qu'on a. Moi, en tant que femme brésilienne de couleur, je suis une femme de couleur, donc je vais peut-être affronter beaucoup plus, 3 fois plus qu'une femme blanche, les discriminations. Une femme, même par rapport à une femme noire, moi j'ai beaucoup plus de privilèges, je me rends compte en fait. Et si je suis handicap, et si je suis de la catégorie LGBT. Donc, ça rajoute des discriminations. Pourquoi? Parce que les différences sont vues encore comme quelque chose de négatif. Et l'idée, c'est aussi le cœur de mon travail, c'est de faire comprendre la richesse derrière les différences, de les voir positivement, parce que c'est là qu'on va faire grandir l'entreprise, qu'on va avoir le bien-être, la productivité et aussi le profit. Donc, travailler le sens d'appartenance. Je suis d'accord avec toi.
La notion de privilège aujourd'hui est assez controversée. Ouais, je sais. Je sais. Mais moi, je te donne un exemple simple. J'habite en Europe, ça fait 15 ans. 15 ans, 16 ans. Et j'ai vécu dans 5 pays différents. Okay? Inclus le Brésil, mon pays où je suis née. Je suis italo-brésilienne, donc j'ai vécu aussi en Italie, en Angleterre, en Espagne. Je suis en France depuis 5 ans. Chaque pays, chaque changement, j'ai vécu la différence des privilèges. Le fait que je suis italo-brésilienne, j'ai un passeport italien. Donc là, c'était déjà un privilège par rapport à qui n'a pas. Je sentais la différence de l'inclusion aussi pour qu'on la société m'accueillir. La différence au travail, après, ça aurait aussi changé quand tu mets dans la recherche de travail que tu es en face à des Italiens ou à des locaux. Moi, en tant que femme de couleur, tu sens la différence par rapport le préjugé de la personne qui est en train de recruter. Mais à l'époque, je n'étais pas consciente. OK. Et la prise de conscience, elle s'est fait comment chez toi? À travers mes études, en fait, sur le comportemental. Je commençais à m'intéresser à ça, comme j'ai raconté avant, à Madrid. Toutes les études que j'ai fait autour de la moralité, la psychologie autour de ça, les livres que j'ai lus, je commençais à m'intéresser beaucoup sur le sujet et je commençais à travailler sur mes propres biais en fait. En comprenant mes biais avec moi-même, j'ai commencé à observer autour du comportement et j'ai compris que souvent, voilà, c'était pas normal. La réaction des gens par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Un exemple, à Bordeaux, je vais pas donner des détails, mais voilà, une réunion que j'ai fait, j'étais avec une Française plus âgée avec moi. C'était moi qui ai pris la réunion avec cette institution, dont la directrice, elle était là, et une personne qui travaillait avec elle. Au lieu de s'adresser à moi, il s'adressait à la personne qui m'accompagnait en fait, qui était là comme en plus pour renforcer la conversation sur des questions qui elle était aussi partie, mais c'était moi en charge de projet. Et parfois et souvent, la personne s'adressait à l'autre personne probablement parce qu'elle était française et plus âgée. Tu vois. Donc ça revient aussi sur la question de l'âge. C'est vrai que je suis pas trop jeune, mais j'ai un visage assez jeune, un peu comme je démontre moins de ce que j'ai. Et ça crée aussi des manques de respect parfois ou de crédibilité par rapport à ça. Est-ce que tu penses que être jeune, c'est aussi un facteur discriminant sur le marché du travail? Tout à fait, souvent, malheureusement, parce que ça doit pas être. Ça commence à changer, surtout sur les entreprises start-up tech, parce qu'ils ont une approche différente. Et là, est-ce qu'à l'inverse, justement, une personne considérée comme trop âgée ne serait pas recrutée dans ce type d'entreprise? Ah oui, ça existe aussi à l'inverse ou... Tout à fait, c'est à partir des 45 ans. Il y a un gros problème pour le recrutement, en fait, pour qui dans le marché du travail. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a plusieurs initiatives aujourd'hui en France qui parlent de ça, sur comment inclure les seniors au sein de l'entreprise. Mais c'est encore un gros tabou parce qu'ils sont aperçus comme trop chers ou qu'ils ont trop d'expérience pour 7 ans. Aussi pour le niveau de salaire qu'ils ont envie d'offrir. De l'autre côté, si tu es trop jeune, c'est le même principe. Donc, on cherche aussi à travailler ça
autour de l'inclusion, c'est vraiment considérer les compétences. Tout à l'heure, tu as parlé du terme de juste valeur. Qu'est-ce que pour toi la juste valeur et quels conseils tu pourrais donner à une jeune femme qui arrive sur le marché du travail pour arriver à la défendre? Ma juste valeur, c'est vraiment la valeur que je dois recevoir pour ce que j'offre en tant que professionnelle. Si j'ai fait des études et que j'ai des expériences et que je sais que ma valeur X, je veux me défendre pour la réussir. Pour cela, il faut être bien informé, faire des recherches aussi. Si je cherche une augmentation des salaires ou que je suis à la recherche d'emploi et que j'ai envie vraiment de négocier un salaire juste, il faut se préparer, il faut se renseigner dans le marché, mais aussi se préparer dans le sens de l'argumentation. Parce que, Est-ce que c'est pas plus difficile en tant que femme, encore une fois, d'aller parler d'argent et d'aller surtout réclamer d'être payée plus? Oui. Je sais pas si t'as des amis à qui c'est arrivé. Moi, je sais que j'avais lu quelque part une femme qui n'avait pas eu le poste parce que finalement, elle avait négocié le salaire à la hausse et que ça avait dérangé, en fait, qu'elle s'affranchisse de ce tabou. La première chose que j'aurais à dire à toutes les femmes, c'est de travailler sur ses propres billets avant tout, par rapport à la négociation, par rapport à l'argent, par rapport à ses ambitions. Et en tout, se préparant, en cherchant vraiment des outils qui puissent l'aider à avancer. Alors, il y a un podcast de Lean France. Oui, ma juste valeur. Tout à fait, c'était créé exactement pour ça, avec Insaf El Hassini. Et c'est top, en fait. C'est une des façons de se faire éduquer sur la question. Vraiment, on a besoin de s'éduquer beaucoup plus sur la question économique, je pense, parce que le tabou par rapport à l'argent nous bloque aussi l'éducation autour de ça. Et de mon côté, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur aussi, c'est quand on négocie avec des clients, tu vois, qu'on donne une valeur. Et c'est assez difficile de la déterminer. Ouais. Ça revient sur le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous... Ça, c'est beaucoup... J'entends beaucoup d'amis femmes me parler du syndrome de l'imposteur. Je n'ai jamais entendu... alors, ça doit exister, hein. Mais j'ai entendu très peu d'amis hommes me parler du syndrome de l'imposteur. C'est vrai. Ils parlent moins, mais ils ont aussi. Hein. Ils ont aussi, mais c'est réduit par rapport aux femmes. La différence, c'est qu'eux, ils risquent plus que nous. Même s'ils ont cette sensation, ces sentiments illégitimes, ils essaient de cacher plus facilement que nous. Parce qu'ils ont été éduqués pour ça, pour risquer, pour se mettre en avance. Donc la plupart, ça va être très différent et écarté par rapport à la femme. Donc moi, je l'ai toujours, hein, syndrome de l'imposteur, ça arrive souvent. C'est surtout que je parle avec elle aujourd'hui. Reste là, laisse-moi travailler et avancer. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté avec le I Am Remarkable, parce que ça revient aussi sur ça. La question de l'autopromotion, pourquoi on ne le fait pas, qu'on ne se sent pas légitime en fait. Donc là, ça revient sur changer les codes en fait, sur la norme sociale. Sur la question des hommes, je sais que beaucoup n'osent peut-être pas franchir les portes de Lean, alors qu'ils sont tout à fait les bienvenus, hein. Il y a même des cercles mixtes. Et l'idée pour toi, alors ce serait quoi? C'est d'être allié? C'est une complémentarité? Tout à fait. Alors, on a des hommes au sein de Lean Bordeaux. Pas
pas beaucoup encore, mais l'idée c'est oui, l'homme connaît une région, c'est parce qu'ils sont déliés, ils ont compris le besoin de travailler ensemble et que ça doit être fait ensemble pour avancer. Ils ont travaillé aussi autour de leurs propres défis, hein. Mais en même temps, ils vont aider l'autre aussi à avancer. Et là, ils vont apprendre encore plus sous le défi de la femme aussi, leur bloc. Donc, c'est un échange encore plus riche, avoir plusieurs points de vue différents, des préjugés aussi. Donc, ça crée la conversation, ça ouvre la conversation, le dialogue. Bien sûr, comme on disait avant, la rencontre des cercles, c'est pas qui est autour de ça. Donc ça, c'est vraiment l'idée de faire que les gens collaborent ensemble, tout conscients de leurs propres préjugés, en fait. Que l'inclusion soit la base de chaque cercle comme valeur, c'est-à-dire on peut tous s'exprimer dans le respect, l'écoute active, pas de jugement, dans la confidentialité aussi, qui est important, dans l'engagement que je suis là pour aider quelqu'un d'autre. Et après, c'est magique parce que dès que tu aides quelqu'un, tu recevras aussi. Et c'est l'objectif des cercles, en fait, que ça tourne dans tous les membres. Bon. On se regarde, on rigole, parce que je crois que le voisin a décidé de monter ses meubles pile au moment d'enregistrer le podcast, donc j'espère que c'est pas trop désagréable, ou alors que je pourrais couper les bruits de marteau au montage. Du coup, pour les hommes qui nous écoutent, quel message tu souhaiterais faire passer? Qu'il doit quand même penser que le féminisme, c'est pas pour les femmes, il est fait pour les deux, en fait. Le féminisme, c'est l'égalité dans tous les deux sens, c'est l'équilibre entre les deux. Dès qu'on aura l'égalité, l'équité aussi, moi je préfère dire équité surtout, la vie sera plus simple pour tous les deux. Et la compréhension entre leurs... Et qu'est-ce que tu réponds aux antiféministes qui ont souvent comme argument que si le féminisme c'est juste dire que l'homme et la femme sont égaux, oui d'accord, et on n'a pas besoin de faire un mouvement pour dire ça. Beaucoup disent oui, mais ça c'est déjà la base de l'humanisme à proprement parler, donc... Alors, c'est très... Je dirais que c'est pas très intellectuel comme réponse. Ça manque du coup une base de compréhension à profondeur de l'histoire. Parce que si on est là, on a encore un combat, c'est parce que c'est pas encore équilibré. Si on regarde tous les écarts de salaire, mais aussi le manque, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, sur les problématiques sur les congés maternité et paternité, ça fait comprendre qu'il faut encore du boulot, de travail autour de ça. Donc le féminisme, c'est pas qui... alors, il y a une réponse désolée, ça me fait une pause parce que récemment, il y a un monsieur qui m'a dit oui, mais du coup, quand on doit, ils pensent tout de suite sur leur niveau de payer le restaurant. Ou tu vois que du coup, pourquoi les femmes s'attendent qu'on paye le restaurant? Tu vois, ça reste tellement basique comme exemple. Après, le fait que tu payes ou non au restaurant, ça te fait plaisir ou non. Ou moi, la femme aussi, elle ne peut pas offrir. Mais tu seras aussi sûr que tous les deux dans la même table, souvent l'homme va avoir un salaire encore plus élevé que la femme. Donc ça revient de là-bas, l'offre de restaurant. Juste pour rester sur le non intellectuel conversation,
pour expliquer à qui pense encore comme ça. Il faut aller plus loin, il faut étudier l'histoire derrière. Plus tôt, on parlait de cette histoire de l'Angleterre. C'était en Angleterre, la série, d'où on raconte sur les femmes. Chronique de Bridgerton. Oui, c'est là. C'est là, ça fait montrer un peu comment c'était, que la femme, elle était là. Très bonne série à voir, d'ailleurs, je mettrai aussi le lien. Elle était pour faire... On voit le poids des mariages forcés de l'époque et du rôle des femmes de l'époque. Tout à fait. Cantonnées à trouver un bon mari. Et surtout, moi, ce qui m'avait fascinée, c'est la famille complètement déshonorée. Si une des jeunes filles se retrouve 5 minutes dans un jardin avec un homme et qu'ils ne sont pas mariés, tout ce déshonneur, en fait... qui arrive derrière. Et cela, c'est une base pour comprendre comment c'était au passé. Bien sûr, souvent ils ont dit oui, mais on n'est pas comme ça maintenant. Et bien sûr, heureusement, mais ça explique les préjugés restés inconscients en fait. Donc même si on n'est pas forcé à marier, etc., la façon qu'on se comporte, c'est beaucoup similaire si on regarde bien les histoires et les conditions d'éducation que chaque genre a eu jusqu'au moment. Dans les écoles aussi, comment le professeur va se comporter avec les élèves. Avec la fille, c'est différent par rapport au garçon. Là, souvent, l'exemple qu'on a, c'est... voilà. On a souvent aussi l'exemple de la cour de récréation, oui, avec les filles beaucoup plus en retrait entre elles, sur les côtés, les garçons qui occupent l'espace. Oui, après, il ne faut pas abîmer ta robe, tu vois. Tant que le garçon, il est un peu plus autorisé à faire des bêtises, à courir, à prendre des risques. Voilà, c'est beaucoup plus normal qu'il les filles. Donc là, c'est aussi quelque chose qui était beaucoup avancé, mais le système d'éducation, encore, il y a beaucoup à faire pour changer. Dernier sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet vraiment de la bienveillance au travail, parce qu'il me semble que toi comme moi, on a connu des expériences pas faciles au travail, voire des histoires de harcèlement. Est-ce que tu accepterais d'en parler un peu plus en détail ? Surtout, en fait, nous dire comment tu t'en es relevé et ce que ça t'a permis de comprendre. Alors, dans mon cas, c'était... le terme en anglais, c'est mobbing. C'est-à-dire une pression psychologique à l'époque pour me faire partir ou accepter la dévalorisation de mon poste. Donc, c'était les deux options que j'avais. Cette entreprise, ils m'ont présenté une lettre pour informer le changement de l'organisation. Ces changements-là, ou changer mes horaires, des choses que je n'étais pas d'accord, ils savaient que je n'étais pas d'accord. Et en plus, en diminuant mon poste, la responsabilité. Et ils n'avaient pas une explication, en fait, légitime. Donc, moi, je n'étais pas d'accord. C'est vrai que j'avais déjà envie de quitter l'entreprise. Par contre, pour eux, ils savaient que s'ils faisaient ça, je pouvais quitter et ils auraient me payé que 20% de ce que j'avais droit dans la loi espagnole. C'était en Espagne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont écrit cette lettre que je dois signer voilà, dans les 15 jours à venir. Ils avaient un peu de presse, m'ont mis un peu de pression au moment, mais j'étais vraiment, à cette époque, heureusement, j'étais déjà dans mon cercle Lénine à Madrid, qui m'a donné beaucoup de force déjà et de confiance en moi pour lui dire non, j'ai besoin d'un traducteur, de quelqu'un qui lise ces contrats pour moi. Donc, cette lettre pour moi. Donc, je reviens vers vous. J'ai pris mes 15 jours. Hein. Je cherchais d'aide. J'avais une copine qui était avocate. Elle connaissait un avocat qui était un avocat de droit du travail au sein de l'organisation publique en plus.
Donc, il a vérifié tous les détails. Il m'a donné toutes les pistes que j'avais besoin pour me défendre lors de la conversation avec mon ancien chef. Donc, pour surmonter ça, déjà être partie de ce cercle m'a aidé beaucoup parce que j'ai eu de soutien aussi. Parce que j'ai discuté avec les filles aussi, avec les membres du cercle sur ma situation, mon défi. Et voilà, ils m'ont donné beaucoup de force et aussi d'échanges d'expérience pour que moi, je me prépare pour cette conversation. Donc, le fait que j'ai eu la détermination de ne pas signer quelque chose sans avant vérifier avec un traducteur, avec des avocats. En plus, au moment que je me souviens, j'ai un peu effacé l'histoire de ma tête, donc je me souviens pas les détails, mais je me souviens qu'on était en réunion et j'avais des informations en plus sur mes droits et qui lui n'avait pas pris en compte. Mais je me souviens qu'il était surpris. Il voulait pas signer, en fait. C'était le contraire. Et là, je lui dis, bon, si tu veux, on appelle l'avocat parce que je le à disposition. Donc, j'étais vraiment confiante dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que je me suis préparée avant. Donc, ma façon de... Donc, bien s'entourer. Bien s'entourer, avoir de soutien, voilà, être pas seule, en fait. Et se préparer. Se préparer. Demander d'aide. Daniela, on arrive au terme de cette conversation qui est super intéressante. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté ce rendez-vous avec moi et d'être la première invitée de mon podcast. Comme c'est la première fois, il y a encore beaucoup de petites choses à travailler. Néanmoins, ça m'a fait chaud au cœur que tu acceptes qu'on puisse discuter de tous ces sujets. Et merci de ton soutien pour la création de ce nouveau projet. Est-ce que tu peux nous donner peut-être tes réseaux sociaux, là où on peut te retrouver? Bien sûr, déjà sur LinkedIn, je suis très active. Donc, Daniela Felletti, vous me trouverez facilement. Voilà, il faut juste rajouter un petit message que j'aime bien aussi savoir avec qui je connecte et pourquoi, quelle est la connexion des valeurs. Ensuite, sur Instagram, toujours Daniela Felletti ou Linine Bordeaux. Pour le réseau, oui, vous pouvez trouver Linine Bordeaux comme mon compte. Sinon, Facebook aussi. Pour Linine, on a Linine Bordeaux. On a sur LinkedIn aussi la page de Linine Bordeaux. Après, vous pouvez s'inscrire. Avant tout, j'invite les gens qui ne connaissent pas encore de lire le livre pour vraiment comprendre de quoi on parle. Nous, on n'a pas de commission sur les livres, mais je trouve que c'est la base. C'est ça qui m'a inspiré à créer le cercle et le réseau. Donc, c'est important Et même d'aller voir peut-être le site internet Linine France où il y a beaucoup de ressources. Tout à fait. Linine France... .fr, oui, .org aussi, qui est en anglais, mais où il y a beaucoup de... Il y a la version française, pas encore toutes les contenus. C'est vrai que c'est un mouvement américain, mais là, c'est l'un des plans de Linine, c'est les traductions. Donc, attendons avec impatience. Nous attendons avec impatience. Mais c'est aussi là, vous pouvez aller sur le linine.org, chercher les informations, chercher le réseau Linine Bordeaux, les cercles qui sont actifs aussi dans le réseau et qui puissent vous accueillir. Ce premier épisode est maintenant terminé. Je remercie bien évidemment Daniela Felletti, mais aussi vous, de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu et j'ai hâte d'avoir vos retours pour la suite. Et serais même bien curieuse de savoir quels invités vous souhaiteriez que je reçoive. Alors, À Voix Libre, c'est aussi une newsletter qui sera envoyée après chaque épisode audio. Et dans cette newsletter, vous retrouverez un portrait de mon invité, toutes les ressources évoquées, des liens vers des articles de presse, mais aussi des livres, des films, les recommandations personnelles, dont la playlist de la personne interviewée, et puis bien d'autres surprises. N'hésitez donc pas à vous abonner sur avoixlibre.substack.com et vous pouvez bien sûr suivre l'avancement de mon projet sur tous les réseaux sociaux. Alors prenez bien soin de vous en cette période pour le moins particulière, et je vous dis à très vite.